Mes amis IES, voici un épisode qu'en réalité j'aurais préféré ne pas sortir. Et j'espère qu'il va être bien reçu, bien compris et que je ne vais pas choquer trop de personnes. Mais en réalité, je me suis retrouvé devant un fait, une injustice qui me semble irréfutable, et j'espère que vous allez comprendre pourquoi je me suis senti obligé de réaliser cet épisode. Et comme j'ai dû m'y reprendre à je ne sais combien de fois pour faire ce montage, je me suis retrouvé en manque de temps, en manque d'organisation, en défaut d'organisation même, et donc le montage est plutôt rudimentaire et j'ai dû lire la plupart du temps plutôt que de vous regarder droit dans les yeux, et donc veuillez m'excuser si je me retrouve plusieurs fois à regarder en bas, à droite ou à gauche, plutôt que de vous regarder droit dans les yeux. Ça fait partie des aléas du direct, du différé, du montage, et aussi du fait qu'il n'y a pas 66 heures par jour pour pouvoir faire tous ces montages. Merci de votre compréhension. Bienvenue sur Intensément, recherche et partage des informations les plus fiables possibles sur les HPI, haut potentiel intellectuel, et neuroatypie. Je suis Raph. Vous avez été nombreux à avoir réagi au dernier épisode de l'année 2024 qui parlait des débats sur la définition du terme neuroatypique et la question de savoir s'il fallait intégrer le haut potentiel intellectuel dans la liste des neuroatypies. C'est une chose qui est régulièrement faite sur les groupes, les sites et les médias français. Cela pose question, cela fait controverse. Eh bien, non seulement cet épisode est la suite de l'épisode auquel vous avez beaucoup réagi, mais en plus, nous allons dénoncer un scandale bien français. Et c'est parti. Non, en fait, c'est pas parti. Je vous préviens, le sujet est plutôt sensible, délicat. On va discuter de la place des personnes qui ont un quotient intellectuel très inférieur à la moyenne. Et j'espère que vos commentaires seront respectueux. Et je vous rappelle que cet épisode a été rendu possible grâce aux contributeuristes d'Intensément que je remercie du fond du cœur. Le financement participatif est ce qui permet à ce média et à mon travail de vivre. Et si Intensément vous apporte, vous aussi rejoignez la communauté toujours grandissante d'Intensément. Ponctuelles ou régulières, vos donations sont essentielles et vous recevrez des bonus inédits. Il y a un lien dans la description de cet épisode. Merci Intensément et bienvenue dans notre vaisseau spécial. Petit résumé donc de ce qui s'est dit la dernière fois, bien que je vous conseille plutôt de regarder l'épisode en tant que tel, et même les deux épisodes. L'épisode que j'avais fait au moment où Intensément avait élargi son espace d'enquête, d'investigation, et ne faisait plus seulement les hauts potentiels intellectuels ou surdoués, etc., mais aussi ce que j'ai nommé à mon tour les neuroatypies, et que j'ai expliqué dans un épisode de décryptage justement de ces dénominations, de ces terminologies, de l'historique et de savoir encore une fois si le HPI aurait sa place dans les neuroatypies ou pas. À savoir que la terminologie neuroatypique et neuroatypie ne sont pas des termes médicaux. Ce ne sont pas des termes officiels utilisés dans les études ou les recherches. Ce sont des termes valises, termes parapluies comme on dit en anglophonie, ou termes fourre-tout pour d'autres, puisque c'est un terme, vous allez le comprendre, flou, qui a été créé et utilisé d'abord par la communauté autistique dans les années 90, la communauté des autistes militants anglophones, dans le cadre du concept naissant à l'époque de neurodiversité. Concept de neurodiversité, lui aussi issu à l'origine de la communauté autistique anglophone, en prenant l'exemple des diverses revendications militantes des minorités aux USA, le concept ou mouvement de la neurodiversité a rapidement dépassé la problématique autistique et propose de considérer tous les fonctionnements neurologiques de l'humanité comme des différences de fonctionnement ou de manière de voir le monde et pas des troubles ou des handicaps. L'objectif du paradigme de la neurodiversité, comme on l'appelle en anglophonie, c'est de favoriser l'inclusion de ces minorités dans la société via une certaine reconnaissance identitaire et des droits spécifiques accordés à cette identité justement. Alors comme je vous l'ai expliqué, comme tout le monde en théorie fait partie de la neurodiversité, puisque la neurodiversité englobe le monde entier, c'est le principe, il faut un nom pour les personnes qui diffèrent d'une certaine norme établie, et là il va falloir savoir quelle est cette norme établie, ou d'une moyenne si vous voulez, et ce sont les termes neurodivergents
ou neuroatypiques qui sont utilisés pour les désigner. Neurodivergent est surtout utilisé en anglophonie, neuroatypique est surtout utilisé en France ou en francophonie. Même si ça part d'un bon sentiment, le concept de neurodiversité est aussi très controversé. Premièrement, à cause des risques de minimiser les handicaps générés par ce qui est considéré par beaucoup comme des troubles neurologiques. Et puis, scientifiquement, il n'existe pas de cerveau neurotypique, donc pas vraiment de cerveau normal, ni de normes au niveau neurologique. Alors ok, statistiquement, sur les études, c'est-à-dire sur une grande population, on peut voir des différences entre les cerveaux avec troubles ou les cerveaux sans troubles. Mais cela, c'est statistiquement. On ne peut pas vraiment le voir à l'échelle individuelle, sauf pour certains troubles et pathologies. Par contre, on le sait, les personnes avec troubles ou pathologies diagnostiquées sont minoritairement numériques vis-à-vis de la population générale. On peut donc imaginer, dans ce cas, que la population générale serait le modèle de société dominante ou la norme, si vous voulez. Mais ce n'est pas si simple, car dès le début, il y avait des problèmes à l'intérieur même des communautés autistiques et les oppositions ne venaient pas forcément de l'extérieur de ces communautés. Dès le début de ce mouvement, il y a eu des divergences de points de vue et particulièrement entre troubles du spectre autistique avec déficience intellectuelle et troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Qu'est-ce qui relève du handicap? Qu'est-ce qui relève de la différence? C'était la grosse question dès le début. Avec l'élargissement du concept de neurodiversité à d'autres conditions ou troubles que l'autisme, d'abord au TDAH et aux troubles 10, qui sont, avec le trouble du spectre autistique, ce que l'on appelle des troubles du neurodéveloppement dans les classifications internationales des maladies, les avis ne se sont toujours pas accordés. Au contraire, certains modèles tracent des limites entre la diversité et le handicap, d'autres ne font pas de différence du tout. Certains modèles demandent des droits pour tous les troubles, même les troubles non neurologiques, et puis très rapidement, certains y ont aussi englobé les minorités sexuelles ou toute personne qui ne se sent pas dans la norme, sans diagnostic précis. Bref, vous l'avez compris, il y a énormément de définitions de la neurodiversité et des neuroatypies. C'est le bazar, mais un bazar qui a grandi en popularité. Le concept de neurodiversité s'est vraiment bien implanté dans les pays anglophones où les listes de neurodivergence ou neuroatypie sont trouvables sur tous les sites officiels médicaux ou les sites des universités ou même les sites des hôpitaux. Les premières listes de neurodivergence, comme je vous ai dit, étaient d'abord donc constituées de ce qui est considéré aujourd'hui comme les troubles du neurodéveloppement, avec donc à leur tête l'autisme ou trouble du spectre autistique, le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le bien mal nommé TDAH, ou les troubles 10, dyspraxie, dyslexie, etc., ce qui est maintenant classé dans les troubles des apprentissages ou troubles de la coordination motrice, etc. Mais ensuite, il s'est vachement beaucoup élargi pour englober tout un tas de troubles psychiatriques non reconnus comme neurologiques, comme par exemple l'anxiété, la dépression, la schizophrénie ou le trouble bipolaire, et tout un tas d'autres troubles concernant la santé mentale. Mais ça, c'est en anglophonie, le pays où tout le monde est happy. Parce que chez les Français, nos chers petits Français, l'élargissement a pris une autre tournure avec très rapidement, l'inclusion du haut potentiel intellectuel, du HPI, dans la tête de liste des neuroatypies. Ce qu'on a pu remarquer dans la liste des neuroatypies, par exemple, du dictionnaire Le Petit Robert sorti l'an dernier. Et ça ne se retrouve pas chez les anglophones. Alors les HPI américains ou anglais seraient-ils différents des HPI européens ? Les HPI américains ou anglais seraient-ils sans trouble alors que les HPI français particulièrement seraient-ils détroublés? On se pose la question. Alors les 2 dernières fois, non seulement je vous ai aussi exprimé mes réticences ou mes réserves quant à l'inclusion du haut potentiel intellectuel dans cette liste, vu que le haut potentiel intellectuel, c'est avoir un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Ce n'est pas un fonctionnement différent, on ne voit pas le monde différemment et c'est encore moins un trouble. Mais je vous ai pas tout dit. Ce qui peut ressembler à une erreur de casting chez les communautés, sites ou groupes qui parlent de neuroatypiques en France, s'avère en réalité être bien plus grave que ça, car il y a un oubli énorme qui ressemblerait presque à une véritable discrimination. Parce que dans les troubles du neurodéveloppement,
J'ai un peu abordé le sujet en parlant du TSA tout à l'heure. Il y a aussi des troubles que l'on appelle aujourd'hui troubles du développement intellectuel, anciennement la déficience intellectuelle, et que l'on appelait encore plus anciennement le retard mental. Troubles caractérisés entre autres par des difficultés diverses plus ou moins graves, dont je ne vais pas vous faire la liste, par un fonctionnement hors norme, et puis un quotient intellectuel inférieur, très inférieur à la moyenne, qui se retrouve chez 2,3% de la population, exactement le même pourcentage que pour le HPI, puisque en fait c'est l'opposé, l'extrême opposé dans la courbe des quotients intellectuels dans la population générale. On retrouve d'ailleurs la déficience intellectuelle en plus grande proportion chez les personnes avec d'autres troubles neurodéveloppementaux, puisque comme vous le savez, souvent un trouble neurodéveloppemental n'arrive pas tout seul et est souvent accompagné d'autres troubles neurodéveloppementaux ou d'autres comorbidités psychiatriques. C'est le cas d'ailleurs de beaucoup de personnes qui ont un trouble du spectre autistique ou un TDAH. Alors, il y a certes un débat au sein de la communauté scientifique pour savoir si le trouble du développement intellectuel aurait sa place dans les troubles du neurodéveloppement ou pas. J'ai eu des échanges intéressants, constructifs, avec une professionnelle de santé qui se reconnaîtra et qui m'a permis de comprendre un peu de quoi il retournait, puisqu'elle bosse, elle travaille avec des personnes, principalement des enfants qui ont un trouble du développement intellectuel, et je la remercie pour sa contribution précieuse qui m'a permis de comprendre qu'en effet, le principe, le problème des troubles du développement intellectuel n'est pas si simple et n'est pas si clair que ça. Je rentrerai pas dans les détails dans cet épisode, mais il faut noter aussi, et c'est important, qu'on peut très bien avoir un quotient intellectuel très inférieur, en dessous de 70, sans souffrir forcément d'un trouble de développement intellectuel, ou alors en ayant un trouble du développement intellectuel très léger. Et donc, on peut aller travailler, avoir une vie de famille sans avoir besoin de gros soutien et d'aménagement. Et je vous propose 2 liens anglophones, mais bon, j'espère que vous comprendrez. Une personne qui a une chaîne YouTube qui tourne autour du fait qu'elle a un quotient intellectuel de 70, comment elle évolue dans la vie professionnelle. C'est pas évident, mais vous verrez que cette personne-là est super intéressante à suivre et que ses propos sont vraiment très pertinents. Et puis une autre qui parle de son expérience aussi de quotient intellectuel de 70, et vous verrez, ça vous permet de comprendre que ces personnes-là ne sont pas l'archétype et le stéréotype, entre guillemets, du retardé mental comme on les imaginait autrefois, ou peut-être de nos jours. Pour ces personnes ayant un quotient intellectuel bas, on est juste à l'extrémité de la courbe, comme les OQI, mais de l'autre côté. Mais il n'empêche, dans les listes anglophones, la déficience intellectuelle a été rapidement et naturellement inclue dans le concept élargi de neurodivergent ou neuroatypique. Et c'est normal. On y retrouve même la trisomie ou syndrome de Down. Mais on n'y retrouve toujours pas le haut potentiel intellectuel. Mais pas chez les Français. Oh non, parce qu'en France, pays des droits de l'homme, les listes élargies des neuroatypiques placent fièrement bien au-devant de leur liste les hauts quotients intellectuels, les HPI, en leur attribuant des caractéristiques de troubles. Mais on n'y retrouve pas, évidemment, les troubles du développement intellectuel ou même les personnes tout simplement ayant un bas QI. En France, dans ces groupes de neuroatypiques qui prônent la bienveillance et l'inclusivité, on fait même une petite place bien au chaud pour le concept d'hypersensibilité, qui n'est pas validé et qui en plus serait un trait de personnalité et pas un trouble, ou sur le site de France Inter par exemple, on y rajoute le haut potentiel émotionnel, le HPE, qui n'a aucune validité, mais évidemment, dans ces listes, il n'y a toujours pas de déficience intellectuelle. Sur Santé Magazine, par exemple, l'accroche de l'article principal est faite en parlant du HPI comme un trouble du neurodéveloppement, alors même qu'à l'intérieur de l'article, nous avons le fondateur du site Atypicou qui justement précise que ce n'est pas le cas. Atypicou d'ailleurs, et c'est à noter, qui ne met pas le HPI dans la liste des neuroatypies, et c'est tout à leur honneur. Mais bon, apparemment, pour Santé Magazine, c'est moins vendeur que de mettre directement le HPI en tête des neuroatypies. On a même un nouveau venu dans les médias français, le premier magazine papier français sur la neurodiversité. Alors, on devrait tous applaudir des 2 mains, évidemment, bien que, malheureusement, le choix de leur titre est pas génialissime, puisqu'il s'agit de Zèbre et compagnie. Alors bon, on ne sait pas comment ils ou elles ont fait leur brainstorming. C'est un choix assez maladroit, je trouve, mais
On m'a fait comprendre que c'était un magazine de qualité et les intervenants y sont de qualité. Ceci dit, et c'est dommage, c'est très dommage, voici la liste des principales neuroatypies que la créatrice du magazine Zèbre et compagnie propose dans une interview à Sud Radio, par exemple. Ça concerne tous les dyslexies, la dyslexie, le spectre de l'autisme. Ce sont en fait tous ces troubles, comment on peut dire, mentaux. Alors non, en fait, c'est de la neuroatypie. C'est-à-dire que c'est pas pour moi, c'est pas que pour moi, ce n'est pas du trouble mental. C'est de la neurodiversité, de la neuroatypie. Donc dans les neuroatypiques, on met tout le peuple. Je dis le peuple parce qu'ils sont nombreux, c'est 8% de la population. Des dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, dyscalculiques, enfin, il y en a pour tout le monde. Les TDAH, les personnes avec un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme. Mais la neurodiversité, c'est plus que les troubles, c'est beaucoup plus large. Il y a aussi toutes les personnes qui sont HPI, à haut potentiel intellectuel, qui sont neurodivers. En fait, c'est tous les gens qui sont pas dans la norme. Et la norme, enfin, on le sait, c'est une construction sociale. C'est quelque chose qui ne descend pas du ciel. Qu'est-ce qui justifie cette différence entre les listes anglophones et francophones? Pourquoi ce désir d'accoler ces troubles avec le haut potentiel intellectuel? Est-ce que c'est de l'élitisme, de la méconnaissance, de la discrimination, du validisme donc, cette discrimination envers les personnes handicapées, de la psychophobie déguisée ou un peu de tout ça? À vous de me répondre, parce que si vous avez la réponse, je suis preneur. Comprenez que, pour moi, il ne s'agit pas de dire que tout le monde doit avoir la même liste des neuroatypies. Ce ne serait pas possible, puisque en fait cela n'existe pas, le concept est trop flou. Et je comprends très bien la problématique qui s'est instaurée dès le début du mouvement de la neurodiversité. Un trouble du spectre autistique avec une déficience intellectuelle, c'est une expérience de vie très différente d'un TSA sans déficience intellectuelle. Ce ne sont pas les mêmes enjeux et la déficience intellectuelle s'accompagne très souvent de comorbidités médicales qui dépassent l'enjeu de la neurodiversité. Mais comme je vous ai dit, on peut très bien avoir un QI très inférieur à la moyenne sans forcément avoir de troubles ou alors les avoir légers. Il n'y a aucune raison que quand on est en haut de cette fameuse courbe de QI, on ait une expérience du monde vraiment si différente et extraordinaire, et si on est en bas de cette courbe de quotient intellectuel, alors notre expérience serait inexistante. Il n'y a aucune raison que les sources anglophones soient plus inclusives et moins portées sur les fables que les sources francophones. Il n'y a pas, dans les sources anglophones, l'hypersensibilité ou le haut potentiel émotionnel. J'ai l'impression que même si le terme neuroatypique ne veut à la base donc rien dire de précis, on voit quand même deux tendances. Une tendance qui voit la neurodiversité comme un moyen de renverser le système du tout médical et du tout pathologisant au niveau des troubles, et ça peut se discuter, on peut être d'accord. Prendre le positif et les forces de ces différences et créer une société plus inclusive, mais la déficience intellectuelle y aurait vraiment toute sa place. Et puis il y a une tendance qui voit la neurodiversité peut-être comme le moyen de se valoriser et de relier ces troubles au haut potentiel intellectuel, parce que c'est vachement plus mieux bien de dire qu'on est dans le clan des plus intelligents. Il y a aussi un argument pour placer les hauts potentiels intellectuels dans la liste des neuroatypies, c'est d'imaginer que les neuroatypies ce soit quelque chose de rare, et effectivement le haut potentiel intellectuel c'est quelque chose de rare au niveau de la mesure du quotient intellectuel. Certes, mais je répète, autant pour le bas quotient intellectuel. Voilà, j'espère que je n'ai pas heurté certaines personnes, ni heurté la sensibilité d'autres. Alors vous pourrez me dire, mais et toi? Est-ce que tu as parlé des déficients intellectuels jusqu'à présent? Non, mais intensément, à la base, c'est un podcast dédié à l'exploration de l'univers HPI et surdoué. C'était le titre au début. C'était l'objectif du début. Mais petit à petit, nous avons compris que les fausses caractéristiques attribuées au haut potentiel intellectuel que nous voyons dans les médias et dans plusieurs publications sont très souvent en réalité des symptômes du TDAH, du TSA ou des troubles des apprentissages comme les troubles 10. Mais cette confusion entraînait beaucoup de personnes avec ces troubles à croire que leurs problèmes venaient d'un haut quotient intellectuel. Et après mon identification HPI, j'ai eu depuis d'ailleurs un diagnostic de TDAH. De ce fait, Intensément s'est intéressé principalement à ces troubles via cet angle, en rappelant constamment qu'un haut potentiel intellectuel n'est pas un trouble, donc selon moi, pas une neuroatypie. Intensément a ensuite élargi ses horizons progressivement, à raison d'un épisode par semaine, je ne peux pas tout couvrir. On a à peine abordé les troubles 10, alors que je suis moi-même concerné étant dysgraphique. On n'a jamais abordé encore le TOC, l'anxiété, la bipolarité, et il reste de nombreux univers à explorer évidemment, mais une chose est sûre, cela fait un bon moment que le sujet des troubles du développement intellectuel m'interpelle, et on ne manquera pas de s'y intéresser de près.
Mais si beaucoup de personnes peuvent s'identifier de manière erronée ou pas à un haut potentiel intellectuel à travers des troubles du neurodéveloppement, il est très rare que des personnes s'identifient au haut potentiel intellectuel à travers des troubles du développement intellectuel. Mais je citais tout le temps la déficience intellectuelle dans la liste des troubles du neurodéveloppement par contre. En tout cas, n'hésitez pas, vous avez le pouvoir de signaler à tous ces groupes sur Internet ou pas qui diffusent ce genre de liste élargie qu'il n'y a aucune raison de considérer le haut potentiel intellectuel, un haut quotient intellectuel comme étant une neuroatypie et pas un bas quotient intellectuel. Vous l'avez vu, l'année commence très fort pour Intensément et si cet épisode vous a apporté de la connaissance ou de la matière à penser, n'hésitez pas à faire les gestes qui aident pour Intensément dont je vous ai parlé tout à l'heure. Merci Intensément, merci d'avoir suivi jusqu'à présent, portez-vous bien. Intensément, c'est le podcast Divergent, Intensément, c'est le show potentiel, chaud.